create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Rebonjour et re-bienvenue à MTL Connect. Bon matin à tous et à toutes. Mon nom est Armaf Camille, votre animateur pour ce super événement où on traite de la grande thématique de la révolution dans l'ère de l'information, de l'intelligence artificielle et de l'évolution de la technologie. On a parlé de cybersécurité, on a parlé d'intelligence artificielle et aujourd'hui, on passe un peu plus du côté humain, le futur du travail, les artistes, le côté culture, créativité et on amalgame tout ça encore ancré autour de cette révolution informatique et on a de super belles conversations depuis ce matin. On va continuer ces débats, ces conversations avec un super panel qui met encore l'artiste au cœur de ces nouvelles technologies-là. Et je vais inviter mes panélistes dans quelques instants. Avant de se faire, déjà, on est des humains ici dans la salle. Bonjour, bon matin, vous allez bien? Oui! J'aime ça. On est là, on est présent. On voit le code QR derrière moi. Pour ceux ou celles que ça l'intéresse, si vous scannez le code QR, ça va vous permettre de suivre le panel en live dans 2 autres langues que le français. Alors, si jamais français n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez suivre en anglais ou en arabe en scannant le petit code QR et en mettant vos headphones. Et vous pouvez le suivre en live ici, oui, traduit dans 2 autres langues. Je trouve ça pas mal cool. Bref, sinon, vous pouvez suivre en live en français. Et voilà. Est-ce que vous passez un bon MTL Connect jusqu'à présent? Excellent. Est-ce qu'il y en a qui sont ici depuis le premier jour, depuis mardi? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y en a que c'est leur première conférence? Ils viennent juste d'arriver. OK. Faites la vague. OK. Non, c'est pas vrai. Bon, c'est assez. Et les gens sur les poufs, je vais toujours vous demander comment ça va. Ça va bien? Ah, c'est tellement... Honnêtement, je vous le dis, essayez-le. On est dans un dôme immersif 360 dans la satosphère. Je sais que le contenu va se faire ici, assis, mais quand même d'être assis, là, le feeling d'être assis dans un pouf, c'est cool, non? Ben oui, on aime ça. OK. Bon, on va tout de suite inviter nos panélistes sans plus tarder. On va rentrer dans le vif du sujet. Nous parlons encore une fois du rôle de l'artiste en innovation technologique et scientifique. Pour ce faire, je vais inviter les panélistes, je vais les nommer et ils vont se présenter. Alors, j'inviterai Marie-Ève Bilodeau, Jens Hauser et Manuel Frère. Bon panel. Merci. Alors, c'est moi qui va commencer. Bonjour, bon matin à tous et à toutes. Bienvenue et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Ce matin, un grand merci aussi à l'équipe de Printemps numérique. Un merci spécial à Raphaël Descaries qui nous a accompagnés dans ces dernières étapes, malgré quelques changements. Donc, on se réunit aujourd'hui. Je commence par vous informer, ceux et celles qui attendaient impatiemment ce panel sur les dynamiques arts et sciences et le rôle de l'artiste dans l'innovation technoscientifique. On peut être remarqué à la programmation que Laureline Capello, professeure Laureline Capello, était initialement programmée. Pour raison de force majeure, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, mais pour un alignement des étoiles, c'est pertinent de le dire, j'ai croisé, on avait Jens Hauser qui était à Montréal et c'était absolument pertinent d'inviter Jens qui a gracieusement accepté de se joindre à nous pour cette conversation.
C'est particulièrement pertinent parce que le panel d'aujourd'hui prend la forme d'une conversation. Donc, je suis modératrice participante c'est trois personnes dont les parcours se sont croisés à plusieurs reprises dans les dernières années sans jamais avoir eu l'occasion de s'asseoir les trois pour discuter des types d'activités et de démarches qui sont les nôtres aux intersections des arts et sciences. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par nous présenter. Je vais me présenter et je vais passer la parole. Moi, je suis Manuelle Frère. Je suis doyenne associée de l'école NAD UQAC. Je suis depuis plusieurs années dans l'écosystème québécois et aussi dans les relations bilatérales France-Québec autour de la recherche-création. J'étais auparavant coordonnatrice générale du réseau Hexagramme. J'ai été enseignante aussi à l'Université Concordia. Et j'ai mené en 2018-2019 des recherches postdoctorales à la chaire Arts et sciences de la Fondation Carasso, de l'École polytechnique et de l'École nationale supérieure des arts déco. Donc, je passe la parole à Marie-Ève. Merci. Mon nom, c'est Marie-Ève Bilodeau. Je suis chargée de projet consultante au Bureau du développement durable à l'École de technologie supérieure. J'ai un parcours en ingénierie électrique qui commence avec une technique en audio-vidéo. Ensuite, j'ai fait un bac en génie électrique. J'ai travaillé dans mon domaine en conception FPGA, donc vraiment de la programmation très technique, mais c'était pour le domaine du broadcast, donc toujours un pied dans l'audio-vidéo. Et puis ensuite, j'ai fait une maîtrise, un autre niveau, en génie électrique encore à l'ETS avec le professeur Ghislain Gagnon, qui est un professeur qui a toujours eu un grand intérêt pour le mariage des arts et des technologies. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce professeur-là. Et puis, j'avais en co-direction un professeur du NAD, Yann Breleux. Donc, j'ai travaillé sur la conception des interfaces tangibles pour les artistes audiovisuels. Donc, j'ai eu la chance de travailler ici, dans la SAT, pour faire une expérimentation avec des participants. Puis, ça a été aussi été un démo pour Hexagramme. Donc, j'ai rencontré un peu dans ce contexte-là Manuel. Et puis maintenant, j'ai travaillé aussi dans le domaine de l'expérientiel numérique en conception de système. Et puis maintenant, mon rôle, c'est vraiment un rôle de gestion de projet à l'ETS pour le programme de résidence artistique qu'on a mis en œuvre. Dans le fond, on lance la 2e édition en ce moment, donc on a commencé en 2023. Et puis moi, j'accompagne les artistes, je fais le lien avec les chercheurs et les artistes pour ce programme-là. Voilà. Alors, je pense que le point qui nous relie tous les trois, c'est qu'on est tous passés aussi par justement l'école polytechnique à Paris, où on a développé effectivement une école d'été qui s'appelle Useful Fiction, donc des fictions utiles qui sont nécessaires pour produire effectivement des données, à partir de données en fait sur le fantasme d'une objectivité mécanique, effectivement, d'avoir une interprétation que les artistes nous aident à décortiquer. Et on vient de finir justement la dernière édition de Useful Fiction, où on était effectivement, moi j'ai rejoué le rôle de co-coordinateur et Marie-Ève était aussi dans un de ces ateliers. Ce qui nous sépare ou nous distingue peut-être plus, c'est que mon parcours à moi est plus marqué pas par le software ni par le hardware, mais plutôt par le wetware. C'est-à-dire que mon expertise se porte plus sur le média mouillé, moite. C'est-à-dire qu'en fait, plus sur la biologie, l'écologie, etc., biologie de synthèse, etc. Et donc, j'étais d'abord journaliste de télévision, journaliste culturel, journaliste scientifique. Et puis, effectivement, au fur et à mesure, j'ai organisé une trentaine d'expositions en tant que commissaire d'exposition à la charnière entre art, sciences, technosciences, écologie, biologie de synthèse, etc. Et donc, avant de effectivement reprendre aussi des activités académiques avec un thèse sur la biomédialité, sur la microperformativité, il y a quelque chose que j'appelle depuis un certain nombre d'années Green Studies. Ça veut dire que depuis 30 ans, que je actionne tout ce qui a à voir avec le vert. Green, ungreening, greenness. Et donc, récemment, j'ai organisé en fait plusieurs résidences d'artistes
que je co-dirige ou co-coordonne, c'est-à-dire que ce soit au Danemark lors de mes années de postdoc, que ce soit en fait à la Michigan State University où on avait créé en fait en 2014 une résidence d'artistes dans le contexte technoscientifique qui s'appelle The Bridge, Bridging Art and Science, que ce soit au Danemark, en Autriche, etc., dans beaucoup de pays. Donc je suis un peu un électron libre et commissaire d'art en fait en relation avec les technologies de pointe, et notamment biologiques. Super, bienvenue. Comment tout ça se traduit? Je pense qu'on a préparé quelques présentations qui vont permettre d'imager un peu et démontrer, pour ceux et celles qui sont peut-être moins familières, de comment ça s'exécute. C'est quoi une résidence art et sciences et quelles sont vraiment les contributions possibles, pourquoi faire rencontrer artistes et scientifiques. Donc, on le sait, et Jens le mentionne dans son article récent, que je vais te laisser présenter plus tard, que les initiatives, les résidences, les financements et les programmes arts et sciences sont depuis quelques années en plein essor. On va voir qu'il y a beaucoup de types de dynamiques et on va voir aussi que ces approches ne sont pas institutionnalisées, ou très peu encore, et qu'elles ouvrent et place à des échanges qui ne sont pas scriptés. Et on s'est affairé, les trois, dans les dernières années, à explorer ces milieux, explorer ces synergies, et on va pouvoir vous démontrer un peu à quoi, la forme que ça peut prendre et à quoi ça peut ressembler. Je vais commencer par les résidences de l'ETS avec Marie-Ève. Parfait. Donc, on va commencer avec un petit vidéo qu'on avait fait à l'ETS. Donc, juste pour remettre en contexte, cette vidéo-là a été faite pour faire la promotion de notre événement de fin de résidence qui a eu lieu en janvier dernier. Donc, j'aurais une slide aussi à présenter, s'il vous plaît. Parfait. Donc, je vais revenir sur ce qu'on a vu dans la vidéo, mais je vais commencer par vous expliquer c'est quoi le programme de résidence artistique de l'ETS, puis d'où ça part. Donc, premièrement, l'ETS, c'est l'École de technologie supérieure. C'est une université à Montréal, donc un campus qui est principalement en ingénierie. Donc, maintenant, on a aussi un programme de design, mais c'est du génie électrique, mécanique, logiciel, des systèmes, etc. Donc, l'ETS a une collection vraiment très intéressante d'œuvres d'art des GPE, un intérêt de la direction générale de l'école de revaloriser cette collection et puis de revaloriser toutes les initiatives artistiques qu'il y a sur le campus. Donc, le Bureau du développement durable de l'ETS, c'est le bureau qui est responsable du programme d'intégration des arts et de la culture. Donc, à l'ETS, par exemple, le bureau gère des spectacles, on a un mur d'exposition, donc il y a certains lieux d'exposition à l'école, etc. Et puis, il y a eu l'intérêt de développer un programme de résidence artistique. Donc, ça remonte à 2017, cet intérêt-là. On avait déjà des profs à l'ETS qui avaient des grands intérêts pour tout ce qui est recherche-création, le mariage des arts et des sciences. Mais c'était pas... ils accueillaient des artistes à l'école, mais c'était pas d'une façon formelle. Donc, puis on a vu aussi, on voulait donc développer une résidence pour permettre aux artistes de venir dans nos installations puis de collaborer vraiment pendant une longue période avec nos chercheurs. Le but, c'est vraiment d'exposer notre communauté, nos chercheurs, nos étudiants à l'art en général, puis de leur donner peut-être d'autres idées pour faire de la recherche, d'autres idées de carrière pour les étudiants. Donc, en 2024, on a lancé la première édition. On a fait une soirée de maillage où on a invité les profs qu'on savait qui étaient intéressés et les artistes à venir se rencontrer. On a fait un speed dating. Et puis, de ça est né des idées de projets. Donc, il y a eu un appel à projets. Les artistes ont déposé des projets.
On a eu un jury qui a évalué ces projets-là, puis finalement, c'est tellement intéressant que la direction a décidé d'offrir 2 résidences plutôt qu'une. Donc, comme on le voit sur la slide, là, c'est ça, j'ai eu 47 propositions. À notre soirée de mariage, il y avait 180 artistes intéressés. Fait que ça a vraiment fait écho auprès des artistes. On sent qu'il y a vraiment un besoin d'accès aux équipements, aux expertises scientifiques. Donc, je peux vous parler un peu des 2 projets de résidence qu'on a eus. D'abord, on voit Elisabeth Picard et Ghislain Brodeur. C'est des artistes visuels qui ont pu collaborer avec Bora Hung, qui est un chercheur en génie électrique qui est spécialisé dans tout ce qui est photonique, optique et fibre optique. Donc, il y avait un désir d'Elisabeth et Ghislain d'ajouter la fibre optique, de faire des tests avec la fibre optique pour ajouter à leurs œuvres visuelles. Donc, ils ont travaillé dans le laboratoire d'optique photonique pendant ces 8 mois de résidence. Aussi, je n'ai pas mentionné, mais on offre un cachet aux artistes de 10 000 $ et puis on leur offrait aussi un 5 000 $ de frais de production pour une période de 9 mois. Et ensuite, le deuxième projet, c'était Simon Laroche, qui est un artiste concepteur en médias interactifs et qui est aussi professeur à Concordia, qui travaillait avec sa collègue Liliane Moussa, qui elle est chorégraphe. On pu collaborer avec David Labbé, qui est un chercheur en génie logiciel et des technologies de l'information, qui lui est spécialisé en détection de mouvement, capture de mouvement, puis il travaille surtout en réadaptation avec des athlètes. Puis dans le fond, l'idée pour Simon et Liliane, c'était d'intégrer la capture de mouvement pour développer un genre d'alphabet de mouvement pour éventuellement créer une pièce chorégraphique qui intègre la réalité virtuelle et la détection de mouvement. Donc, c'était vraiment intéressant de voir se produire ces événements-là. À l'école, on a pu faire des événements justement de médiation avec les étudiants, on a fait des ateliers. Donc, je pense que ça a eu vraiment un très bel écho. Puis là, on vient juste de relancer la 2e édition. Puis justement, j'ai encore plus de professeurs intéressés. J'ai reçu 45 propositions. Fait que ça va très bien en vue de cette 2e édition. Super, on vous le souhaite. Merci Marie-Ève. On va passer tout de suite à Jens pour la présentation de toi, tes pratiques. J'ai choisi quelques images pour illustrer le propos qu'effectivement, on est face aussi pas seulement à un paradis d'interdisciplinarité, mais aussi à de malententes créatrices, ou fruitful misunderstanding, comme je l'appelle, et c'est quelque chose qui se passe, et puis on verra déjà, en fait, cette première image, je pense que ça avance pas, si vous pouvez l'avancer, s'il vous plaît. L'image que vous voyez, en fait, à gauche, à droite, sont formellement très semblables, donc il y a des images, il y a une analogie formelle. À droite, c'est Rembrandt, l'anatomie de Dr. Tulp. À gauche, c'est donc des artistes qui commencent à apprendre la gel électrophorèse, des techniques moléculaires. Donc on voit qu'effectivement l'anatomie change d'échelle, le statut change d'image, de l'image change, c'est-à-dire qu'à gauche il y a un cliché amateur, en fait à droite c'est la peinture de Rembrandt, effectivement avec cette illumination du corps comme lieu de production de connaissances, l'art, la représentation, alors qu'à gauche c'est juste un cliché qui témoigne du fait que les artistes sont devenus en fait eux et elles-mêmes de producteurs de connaissances, mais en fait en blouse blanche qui ont remplacé le froc noir avec la croyance et la connaissance qui remplace la... Voilà. Donc, la lumière là-dedans, enfin, on peut se... Voilà. Donc, il y a de plus en plus de résidences d'artistes. Donc, on a, entre autres, créé cette résidence Bridge à la Michigan State University en 2014. Et quand on appréhende, enfin, quand on approche de scientifiques, très souvent, ils sont très étonnés quand, en fait, on s'intéresse pas à la reproduction des images, à la sonification, à la visualisation de données scientifiques, mais qu'on veut effectivement emprunter des outils. Donc, effectivement, vous êtes en relation à sciences, donc vous allez vous intéresser beaucoup à ces images magnifiques que, en fait, j'ai créé lors de la recherche sur la photosynthèse. Eh bien non, pas du tout. On voulait emprunter ce spectromètre pour faire un travail artistique de recherche-création nous-mêmes.
Et donc, effectivement, il y a de plus en plus de laboratoires, de programmes qui savent faire dans ce sens-là. Et donc, effectivement, ça crée en fait grain and noise, de malentendus, et parfois ça peut être fructueux. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a publié récemment ce livre qui est téléchargeable, effectivement, et en ligne gratuitement, suite à des expérimentations de 4 laboratoires de maîtres des artistes, en fait, dans des situations de coopération dans le cadre de la biologie synthétique en Europe. Et donc, effectivement, il peut y avoir quelque chose de très, très positif dans la mésentente, en quelque sorte. Et donc, en herméneutique, par exemple, en philosophie, justement, on parle beaucoup de la nécessité du malentendu. C'est-à-dire qu'il y a des relations asymétriques, mais qui finalement ne sont pas aussi graves que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le paradis où tout le monde s'entend, mais justement, en fait, adoptant une perspective de l'autre, qu'on peut s'enrichir. Et donc très souvent, quand j'ai créé de résidences d'artistes en laboratoire, on me demande quel est le surplus, quel est en fait le bénéfice. Et très souvent, c'est une espèce d'apport d'une connaissance ou d'une capacité d'abstraction, de conscience épistémologique, de poser des questions philosophiques qu'en fait, avec la hyperspécialisation des sciences, on ne se pose plus. Donc, en fait, il y a une espèce de lien qui se fait parce que l'artiste traverse beaucoup de disciplines. Et donc, c'est ça qu'en fait, Rache, par exemple, ici, détermine dans son article sur, justement, la bienfaisance du bruit. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais en fait, ça rejoint beaucoup les idées du philosophe Michel Serres, justement, qui exprime dans son célèbre ouvrage Le Parasite, justement, qui décrit le bruit comme un signe d'augmentation de la complexité, qui efface un ordre et en construit un autre. Et le bruit détruit et le bruit peut produire, de sorte que le parasitisme est au cœur de la relation en tant que telle. Donc, est-ce que d'ailleurs art-science c'est un binôme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est séparé? Est-ce que c'est vraiment une dichotomie, en fait, à l'heure où on détruit le dualisme de toutes parts? Est-ce que c'est une bonne chose de les opposer? Ou est-ce que peut-être art, design, est-ce qu'ils sont vraiment du même côté? Est-ce que science et technologie et engineering sont vraiment du même côté? Ou bien, est-ce qu'on peut tirer aussi, mettre le tiret comme ça? C'est-à-dire que peut-être il y a une espèce de recherche sur une valeur épistémologique, sur la production, sur les conditions de la valeur de connaissance, de production de connaissances, est partagée par les arts et les sciences, peut-être le côté plutôt d'application, de recherche pragmatique entre le design et l'engineering. Donc en fait, c'est des questions qui sont autour, justement, aussi, qui sont traitées dans notre livre. Donc, on a eu aussi un programme par le Max Planck Institute donc en Allemagne sur Knowledge Links Through Art and Science. Et c'est intéressant parce qu'à la fin, on a effectivement posé beaucoup de questions sur justement des observations formulées par à la fois des biologistes et des artistes. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre des artistes? À être des designers, ils pourraient nous aider à concevoir des canaux microfluidiques. Donc, attitude très pragmatique dans ces cas-là, ou un engagement public, c'est-à-dire les artistes peuvent nous aider dans notre travail à mieux communiquer notre science, ou bien j'ai appris à mieux expliquer mon travail à des personnes extérieures à mon domaine. De l'autre côté, les artistes peuvent dire, par exemple, je crois que nous, les artistes, peuvent aussi contribuer à l'avancement de la science même, un domaine qui requiert à la fois l'imagination et créativité. Mais en fait, il y a un aspect qui me paraît le plus important, c'est pour ça que je le relève ici, c'est-à-dire que c'est une scientifique qui articule ses propos. L'une des grandes tentations auxquelles sont confrontés les scientifiques aujourd'hui est l'utilisation des technologies de pointe au détriment de la raison. Si on nous propose une solution technologique, nous préférons tout simplement tout mettre en machine à voir et ce que ça donne. Donc, de nombreux artistes ont remarqué cette relation ambivalente avec la technologie. Si une nouvelle technologie peut nous aider à voir les choses différemment, elle peut également obscurcir et détourner l'intention initiale. Donc, il y a mon ami et créateur du premier laboratoire Arts et Sciences en biologie, en fait, à la Western Australian University, où Manuel s'est rendu, en fait, où je suis passé plusieurs fois. Et donc, Oren Katz, créateur avec Yonah Zor de Symbiotica, depuis 25 années maintenant, en fait, a fait une espèce de taxonomie, quels sont les rôles différents que l'artiste peut adopter quand il rentre, quand il franchit le seuil d'un laboratoire. Donc ça peut être effectivement une attitude d'illustrateur, de commentateur, de représentant, d'un visiteur invité, d'un spectateur, d'un appropriateur, l'animateur, utilisateur tout simplement, travail industriel qui trouve un cadre là,
Le farceur, très important, il y a beaucoup de farces, beaucoup de choses qui sont juste simulées, ou en fait un amateur passionné. Le 10e cas, celui qui travaille après les heures normales, the after the hour scientist, et en fait celui qui a acheté peut-être des œuvres transgéniques par correspondance. On pense effectivement à beaucoup d'œuvres qui peuvent rentrer là. Ou bien le chercheur intégré dans un environnement scientifique technologique. Il y a effectivement des artistes ici. C'est une commande qu'on avait fait avec le duo Van Balen et Cohen pour une exposition à Berlin. Donc c'est effectivement une machinerie complexe où les poissons rouges sont manipulés en fait de manière non génétique, mais en fait à ne plus naître avec des organes de reproduction. Donc en fait, comme un design, on élimine tout ce qui n'est pas utile. Donc en fait là, on a une espèce de outsourcing de la reproduction à la machine. La machine nous nourrit d'œufs et de sperme de poissons et en fait délivre sur une chaîne effectivement de poissons stériles. Donc effectivement très cynique, mais en fait la commande est faite par des artistes à un chercheur japonais. Contrairement à ça, il y a un artiste, Paul Vanus de Buffalo, qui en fait a développé un système comment détourner l'image génétique des empreintes génétiques et en faire justement de l'art, c'est-à-dire que de programmer pas des images de l'ADN, mais en ADN, en fait en faisant la subversion d'une technique en fait pour produire de l'imaginerie en fait des empreintes soi-disant génétiques pour faire de l'art. Donc là, c'est le chercheur qui le demande, mais comment tu as fait, comment tu as écrit le programme? Donc c'est toute une cuisine entre enzymes, entre matériaux génétiques, etc. Donc, pour conclure, là c'est la poule et l'œuf, effectivement on peut réfléchir aussi quels sont les statuts et quels sont les rôles que les scientifiques peuvent adopter quand ils adoptent justement un artiste dans le laboratoire. Et là aussi, ça peut être l'idéaliste, peut-être l'opportuniste, l'utilitariste, l'épistémologiste qui est intéressé à enrichir en fait le vocabulaire, ainsi de suite. Donc en fait, vous pouvez trouver toutes ces catégories-là dans le texte que Manuel vient de en fait mentionner. Donc Grain and Noise par les éditions Transcript qui peut se trouver sous forme de PDF en ligne. Donc en fait, juste je vais citer quelqu'un qui pour moi était vraiment un grand pionnier des relations art et sciences, Laszlo Molinoj, artiste Bauhaus, ensuite installé à Chicago, en fait, qui proclame que justement, bien que le travail de l'artiste, enfin de recherche de l'artiste soit rarement aussi systématique que celui du scientifique, tous les deux peuvent traiter de la vie dans son ensemble, en termes de relations et pas de détails. En fait, l'artiste aujourd'hui le fait de manière plus cohérente que le scientifique, car dans chacune de ses œuvres, il confronte le problème de l'ensemble indépendant, alors que seuls quelques scientifiques théoriciens abstraits peuvent se permettre le luxe d'une vision globale. Et je pense que ça, c'est le point le plus important. La principale différence entre le problème de l'artiste et ceux des scientifiques réside dans la forme et la matérialisation et la compréhension. Et je pense qu'on n'a pas dit mieux sur les relations art et sciences jusqu'à maintenant. En effet, on n'a pas dit mieux. Merci, Jens. Pour ma part, je rebondis sur vos deux exemples parce que dans nos recherches ou les recherches que j'ai pu mener dans le passé et qui aujourd'hui continuent d'influencer ma façon de penser la recherche-création telle qu'on la développe au NAD, par exemple, au NAD à l'UQAC où je suis la doyenne associée, ce qui a beaucoup influencé mes réflexions sur ces relations entre les artistes et les scientifiques, c'était quelles sont les conditions optimales pour la rencontre. Comment, sans prétendre qu'on a trouvé, on a expérimenté, surtout quand je travaillais en tant que chercheur dans le cadre de la chaire Arts et Sciences de la Fondation Carasso, de l'École Polytechnique et de l'École nationale supérieure des arts déco, avec un collègue qui s'appelle Samuel Bianchini, directeur du laboratoire Reflective Interactions, on se posait la question, comment est-ce qu'on peut faire rencontrer ces acteurs, les chercheurs, que ce soit les chercheurs sur les pratiques basées sur l'art ou les chercheurs scientifiques, pour que les échanges soient fluides, pour que les échanges soient au-delà des relations binaires du « ah, nous, on fait comme ça, vous faites comme ça », qu'est-ce qui pourrait être assez productif. On va commencer la vidéo sans son, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, sans son. Donc, une action qu'on a posée et en 2019 déjà, ça passe très vite, on a invité environ 80 personnes à venir travailler en espace public autour des conditions matérielles qui sont propres à leur pratique.
Donc, cet événement qui s'appelait Behavioral Matter a eu lieu au forum du Pompidou, du Centre Pompidou à Paris. Et donc, pendant 3 jours, dans une enceinte publique, et je vais parler par après de l'importance de l'espace public, on a invité des chercheurs scientifiques, on a invité des artistes, on a invité des commissaires, on a invité des étudiants-chercheurs de tous les domaines à venir travailler en 10 modules. Et en fait, on a recréé les quelques conditions de laboratoire. On avait justement des clusters, des modules qui travaillaient autour de l'agentivité des organismes vivants. On avait des chercheurs qui travaillaient en robotique et intelligence artificielle. On avait des chercheurs qui travaillaient dans le concept de la tenségrité, donc des équilibres de structures en génie. Et donc, je vais vous montrer après quelques vidéos. Ce qu'on a trouvé qui était particulièrement porteur dans ces relations, c'est justement la centralité de l'objet et de l'objet non fini. Donc, la possibilité de se rencontrer non autour d'une œuvre d'art en galerie qui est finie et qu'on observe, mais autour de ces objets qu'on peut manipuler, qui ne sont pas complètement terminés, autour desquels on peut continuer à expérimenter et à discuter. La présence de l'objet et aussi de l'objet prototype, on peut l'appeler comme ça, elle est aussi très importante pour la relation avec les publics. L'espace, le Forum du Pompidou, c'est carrément quand vous rentrez, c'est là que les gens attendent. Ils attendent quelqu'un, ils attendent pour aller visiter une expo, ils attendent que leur groupe se forme. Donc, ça générait des échanges spontanés et on trouvait que les gens autour de ces objets non finis, ils n'avaient pas peur de le manipuler, de le tenir. Peut-être qu'il était un peu cassé, mais ce n'était pas grave. Ils étaient donc des objets approchables. Donc, et aussi, les chercheurs et les artistes ont trouvé que ces échanges avec le public nourrissaient un peu la discussion et distribuaient ce pouvoir, si on veut, ou cette aura qu'on peut avoir par rapport à la recherche scientifique ou à la recherche artistique. Par après, en 2022, en fait, on a voulu ramener cette initiative à Montréal avec le commissaire et directeur général d'Electra, Alain Thibault. On a proposé d'amener ce modèle à Montréal. Bon, vous pouvez imaginer qu'en 2020-2021, ce n'était pas vraiment propice à réunir 100 personnes dans une enceinte à travailler ensemble, surtout à toucher les mêmes choses. Donc, on a attendu à 2022 pour mener, et on peut passer au prochain slide, pour mener ce qu'on a appelé Materia, le laboratoire public de création de savoir numérique. Donc là, on peut mettre la vidéo. Ça va vous donner une idée des modules et le son aussi, s'il vous plaît. On peut mettre, je pense que le début. La table de visualisation des émotions en temps réel réunit des chercheurs en psychologie, des neurosciences, des chercheurs de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle, Marie-Ève Bilodeau et Antoine Langevin, et des artistes comme moi, Yann Breleux et Rémi Lapierre. Et ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser le capteur Emotibit pour créer des systèmes de visualisation des émotions en temps réel. On peut passer au prochain. Ici, c'est vraiment 3 exemples de modules et des disciplines qui ont pu se rencontrer autour de ces activités basées sur la pratique. Le module s'appelle Superobjet, une approche au-delà de l'humain pour l'IA, intelligence artificielle. Et ici, on va explorer la notion de superobjet et on va faire une séance de prototypage. Donc, on veut vraiment créer des objets tangibles qui sont connectés et qui vont réagir à certains problèmes environnementaux, par exemple, et qui peuvent ou pas refuser d'obéir aux ordres de l'humain.
Et on peut passer au dernier exemple d'un module de recherche-création basé sur la pratique. Je suis co-responsable avec Marie-Pierre Boucher du module qui s'appelle Membrane souple bio-inspirée et surface adaptative. On s'intéresse, disons, à la culture et à la maintenance de matériaux vivants qui peuvent présenter des caractéristiques adaptatives, c'est-à-dire pliables, déformables. Donc, on s'intéresse à créer des surfaces, des membranes qui sont résilientes, qui sont durables, qui sont, disons, non intrusives et non extractives pour l'environnement, en lien avec le module initié par Samuel Bianchini sur la robotique déformable. On a une table autour de la robotique souple ou de la robotique déformable, c'est-à-dire comment élaborer par la pratique des objets qui ont des capacités d'action dans nos environnements et des capacités aussi, il ne faut pas l'oublier, sensibles, c'est-à-dire comment ils peuvent ressentir l'environnement. Alors ici, par le biais principalement de deux types d'approches, l'une qui est le pneumatique et puis une autre approche qui va être une approche par un métal à mémoire de forme qui est le nitinol et qui permet aussi de se transformer, de se déformer quand il est traversé par un courant électrique. Voilà, si on avance une image ou deux, je pense qu'elles ne sont pas toutes pertinentes. Donc, cet aspect, la performance et l'interaction, et le prochain aussi, des acteurs, des chercheurs, cette interaction, moi, je la trouve bien plus intéressante, je vais me permettre de dire, que les formes de diffusion traditionnelle des savoirs et d'échange de savoirs qui, dans le monde académique, sont principalement par, si on veut, la publication littéraire, qui sans enlever rien à cette modalité de transfert de connaissances, mais aussi par des conférences où on est face à un public. Les chercheurs bénéficient, par ce type d'interaction, de vraiment le liant, pour moi, c'est les conditions matérielles et les conditions pratiques. On dirait que les dichotomies se dissoudent un peu dans ce format de rencontre. Et finalement, le dernier, s'il vous plaît. Donc, juste, je voulais faire deux mentions. Ce travail d'Alice Chary et de Samuel Bianchini sur les membranes est à l'origine d'une œuvre qui a été présentée en 2021 au Pompidou et qui est aujourd'hui exposée au Centre culturel canadien de Paris, qui s'appelle Fossilation. Je vous invite à aller le voir. C'est une énorme membrane connectée. Et aussi, je vous invite, cette activité matérielle, le laboratoire public de savoir numérique, a été réalisée à l'îlot Balmoral, donc le lieu du NAD, où on voit les travaux de Marie-Ève Bilodeau et de Yann sur les environnements immersifs. Et aujourd'hui, on est doté d'un dôme qui est présentement ouvert et que vous pouvez aller visiter à l'îlot Balmoral. Et je vois qu'on est à 33 secondes. Est-ce que là, on passe aux questions directement? OK. On aura peu de temps pour discussion, mais je propose qu'on passe aux questions du public, si vous êtes d'accord. Allons-y. Oui, on peut changer de slide. Je vous invite à aller poser votre question au micro. Bonjour, très intéressant déjà, mais j'avais une question concernant les pratiques artistiques qui ont été réalisées là, ces derniers temps. Est-ce qu'il y a eu par exemple des choses dans la musique, dans le son, ou c'est plus des pratiques artistiques plastiques qui ont été développées avec ces résidences? Voilà. Toi, Marie-Ève, je pense que tu as travaillé dans le son, justement. Pendant ma maîtrise, oui, j'ai travaillé à contrôler le son avec une interface tangible. Mais pendant les résidences à l'ETS, en fait, nous, on ouvre à tous les domaines, toutes les disciplines artistiques. Donc, je reçois des candidatures de ce type, mais pour les 2 dernières résidences, là, c'était pas du tout lié au son.
En biologie aussi, on peut dire qu'il y a beaucoup d'exemples, comme par exemple, on peut stimuler la culture de cellules, de bactéries avec de vibrations, avec du son, y compris quel impact a par exemple la distinction entre voyelles et consonnes quand on stimule une culture de levure, par exemple, et comment en fait ce genre de sens, au-delà de ce que nous, les animaux humains, considèrent comme de la sémiotique ou de la symbolique, du langage symbolique, on peut effectivement avoir un impact direct par des vibrations. Donc il y a beaucoup d'artistes qui travaillent là-dessus. Qu'est-ce que c'est le langage humain? Parce que notamment avec l'intelligence artificielle, on a l'impression que tout devient image et langage, alors que l'origine de l'intelligence artificielle, ce n'était pas du tout ça. C'était à la fois la recherche entre vie artificielle et une intelligence distribuée éco-symbiotique en quelque sorte. Là, en ce moment, on a tendance, tout est abstrait, tout est centré sur l'image. Et en fait, il y a beaucoup d'artistes, sonores d'entre autres, qui nous rappellent qu'effectivement, l'art n'est pas l'image et qu'il y a besoin de cette multisensorialité, le tactile, la vibration, etc. Et là, en fait, le son rentre aussi en plein milieu du débat. De notre côté, lors des modules de matériel, oui, il y avait un module sur le son, particulièrement basé autour des recherches d'un étudiant-chercheur qui s'appelle Max Boutin, qui travaillait le concept qu'il appelle la texturologie. Et sa notion de son, elle est intéressante parce qu'elle est rattachée à la pratique du skateboard. Donc, en dehors sur la place des festivals, on avait invité des skaters professionnels qui venaient tester différentes surfaces, différents sons, et on avait des mixeurs qui expérimentaient la création sonore autour de ces captations. Donc, je vous invite à aller voir. Max Boutin. Et il est aujourd'hui en postdoc à l'UDM. Cheers, shout out to Max. Donc, moi, ma question, ce serait plutôt sur l'espèce d'écosystème en ce moment de collaboration artistique-scientifique. Je serais curieux de vous savoir si, sur votre radar à vous, c'est quoi les différentes expositions en ce moment qui mettent le plus ça en valeur? C'est quoi les différents, justement, laboratoires qui sont les plus ouverts à ce genre de collaboration-là? Puis, c'est quoi les différents types, justement, les résidences que Yann a montrées, on passait extrêmement vite. J'ai pas eu le temps de les prendre en note, mais si on pourrait remettre la slide, ça serait super... Est-ce que tu veux parler de ton contexte, Yann? Le contexte qu'on a présenté, c'est extrêmement complémentaire. Hein, donc, effectivement, il y a les recherches numériques où les opportunités ne sont pas forcément les mêmes. Je pense que tout le système de média art, que ce soit Ars Electronica ou jadis le festival comme Transmédial ou en fait le V2 à Rotterdam, etc., était toujours dans une notion de transmédialité, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un média aujourd'hui? Et très souvent, c'est moins les arts, je dirais, contemporains classiques, qui effectivement sont plutôt dans le flatware que dans le wetware, le software, le hardware, en fait, qui sont en fait les incubateurs de ce genre d'art. Donc il y a effectivement le festival Ars Electronica chaque année. Moi, je collabore beaucoup avec des projets européens en fait qui s'appellent Starts au Studio Utopia. On a actuellement, en fait, directement après Montréal, je vais effectivement à Ljubljana, en Slovénie, qui est un espèce d'incubateur incroyable. On a aussi un cluster sur le futur de biocomputing, où, par exemple, on a un groupe d'artistes qui ont exposé, et c'est en exposition là, en fait, je vous invite sur le site de Kersnikova Kapelica, en Slovénie, en fait, qui est un de hubs le plus important, je crois, en Europe. En fait, là, il y a des artistes qui ont développé un biocomputer à partir de bactéries magnétotactiques qui, normalement, en fait, se dirigent vers le pôle sud au nord pour faire une espèce de construction de pôles, enfin de portes logiques. Et donc, la force computationnelle, en fait, est basée sur des bactéries. Et donc là, il y a vraiment beaucoup d'endroits comme ça qui, en Europe, en tout cas, se sont basés sur le projet STARTS de l'Union européenne. Je peux parler du contexte québécois. Peut-être tu as quelque chose à rajouter, Marie-Ève? Oui, je voulais parler de Hexagramme, justement, qu'Emmanuelle a déjà été coordonnatrice, qui est un réseau interuniversitaire de recherche-création. Comme par exemple à l'ETS, on a certains professeurs qui sont affiliés.
Ça réunit des gens de l'UQAM, des gens de Concordia, de l'Université de Montréal, autour de la recherche-création. Et puis pour les étudiants aussi, c'est bien, ça leur permet de faire des expos, de faire des démos, etc. Et puis sinon, je peux penser aussi au CIRMT, C-I-R-M-M-T, de l'Université McGill, qui est un laboratoire chaire de recherche en musique et médias technologie. Puis on a aussi des chercheurs à l'ETS qui sont affiliés à ça, notamment pour tout ce qui est instruments connectés. Voilà. Et j'ajoute tout ce qu'a dit Marie-Ève, les différentes universités qu'a mentionné Marie-Ève. On est dans un écosystème au Québec très productif au niveau de la recherche-création et vraiment très intéressant. Les universités ont différents laboratoires de recherche qui sont en recherche-création, j'ai envie de dire, presque tous voués à différentes formes de relations avec les autres disciplines. C'est l'avantage d'exister en tant que laboratoire de recherche-création dans une université. Les liens avec les autres disciplines sont... Nous, au NAD, on a le laboratoire Mimesis, le laboratoire Praxis. Mais en plus du milieu académique, on a aussi au Québec et en France et en Europe un écosystème de festivals vraiment intéressants qui sont des portes d'entrée pour faire des rencontres, pour faire parfois des ateliers, pour s'initier à ce type d'expérimentation, ce type de relation. Et on a la SAT, le SATFest, on a le MUTEC, on a le Festival Electra aussi, qui a souvent des performances, mais aussi des activités périphériques qui réunissent les gens qui s'intéressent à ce type de maillage. Super, merci. On est à 33 secondes. On aurait le temps pour une dernière question rapide. Peut-être je peux rajouter juste, en fait, les exemples que tu as montrés, tout est sur la transdisciplinarité et la multisensorialité. Donc c'est au-delà de juste images et sons. Je pense que c'est important qu'en fait, c'est le tactile, l'olfactif, l'odeur, beaucoup de vecteurs en fait phénoménologiques qui rentrent en fait au-delà aussi du numérique en fait dans un espace hybride. Et je pense que la relation art-science aujourd'hui, avec toutes les techniques combinées, en fait permet de ça. Et donc ça vaut la peine d'être exploré au-delà juste en fait de cette réduction à laquelle en fait on assiste actuellement. Excellent point de clôture. Merci Jens et merci à vous pour votre présence et vos questions. Merci. Merci Manuel. Merci. Merci Jens. Merci Marie-Ève. Alors encore une fois, merci beaucoup Marie-Ève, Jens et Manuel pour ce panel. On va prendre une pause. À midi, on reprend à l'intérieur de la Satosphère pour le visionnement d'un film post-humain. Alors, amenez votre popcorn. Et pour ceux qui veulent explorer le reste de la programmation, évidemment, il y a la scène innovation, le salon de l'innovation, et ça peut être la parfaite pause pour aller manger un petit quelque chose. Mais sinon, allez vous prendre un lunch ou du popcorn et on se retrouve ici à midi pour le visionnement du film post-humain. À tout de suite. Merci.